Ça chauffe sur la planète. Le climat de la Terre se détraque et rares sont ceux qui doutent encore de l'influence des activités humaines dans cette catastrophe annoncée. L'homme, en quelque sorte, joue aux apprentis sorciers. Le réchauffement climatique est d'ores et déjà une réalité quotidienne pour ses habitants. La communauté scientifique tout entière se mobilise pour tenter d'en éviter les conséquences les plus dramatiques. Les activités qui émettent du CO2 ont évidemment un coût pour la Terre, pour l'humanité, pour notre génération et les générations futures. Objet de toutes les attentions, le CO2 qui pourrait bien faire de la Terre un lieu de plus en plus inhospitalier si le réchauffement de la planète se poursuit au rythme actuel. Le premier coupable, l'ennemi public numéro 1, si vous voulez, c'est bien le CO2. L'homme réussira-t-il à limiter ses émissions de gaz à effet de serre et à quel prix ? La communauté internationale parviendra-t-elle à s'entendre pour éviter le pire ? Et si, en définitive, le réchauffement de la planète était une chance pour l'avenir de l'humanité ? Le réchauffement climatique, il est juste là. Vous voyez ? À la place d'avoir de la banquise et de la glace sur nos plages, eh bien, nous avons de l'eau. Et à la place de la neige, nous avons de la pluie. En fait, les effets du réchauffement climatique, nous les subissons déjà. Octobre 2004. L'île de Kivalina, au nord du cercle polaire arctique, se réveille sous la tempête. Avec le retard de l'arrivée des glaces, plus rien ne protège ce fragile banc de sable des assauts de la mer. Ce jour-là, les vagues emportent des dizaines de mètres de plage et envahissent les rues du village. Les 400 Esquimaux de Kivalina sont condamnés à quitter la terre de leurs ancêtres pour ne pas périr engloutis. L'ONU estime que 150 millions de personnes seront poussées à l'exil en raison de la hausse du niveau des mers d'ici la fin du siècle. Ce matin, Michel Jarraud, le secrétaire général de l'Organisation météorologique mondiale, expose aux journalistes le dernier rapport de l'OMM sur le climat de la Terre pour l'année en cours. Dans une salle du Palais des Nations Unies, il confirme la tendance au réchauffement climatique de la planète et révèle que 2008 se classe dans les 10 années les plus chaudes depuis 150 ans. Cyclone Nargis au Myanmar, inondations dévastatrices en Asie comme en Europe, multiplication des canicules au sud et des vagues de froid au nord. Le rapport de l'OMM pointe du doigt l'importance croissante des facteurs climatiques dans les catastrophes naturelles qui affectent diverses régions du globe. Vous vous souvenez peut-être de cette vague de chaleur qui a affecté la France et l'Europe de l'Ouest en 2003. C'était quelque chose qui à l'époque était quand même exceptionnel. Eh bien ce genre d'événement deviendra beaucoup plus fréquent avec le réchauffement climatique. Donc le réchauffement entraînera un accroissement de la fréquence et ou de l'intensité d'un certain nombre de ces phénomènes. Quelque chose de primordial semble donc s'être déréglé au cœur de notre système climatique. Le premier coupable, l'ennemi public numéro 1, si vous voulez, c'est bien le CO2, parce que c'est lui dont l'augmentation n'a cessé de se produire et qui est donc, je dirais, l'agent le plus préoccupant pour le changement climatique futur.
L'histoire commence bien avant que l'homme n'apparaisse sur la Terre. Toutes les molécules constituant les êtres vivants sont composées de carbone. C'est l'élément clé de la vie. À leur mort, animaux et végétaux libèrent en se décomposant du carbone, qui passe naturellement de la matière vivante aux autres compartiments terrestres, que sont les forêts et les océans. Ce carbone circule aussi en permanence entre ces différents réservoirs et l'atmosphère sous forme de dioxyde de carbone, ou CO2. C'est ce qu'on appelle le cycle du carbone. Mais depuis des milliards d'années, d'immenses stocks de carbone sont aussi emprisonnés dans les profondeurs de la Terre. C'est lui le fameux carbone fossile. En fait, il est fossile parce qu'il a vraiment été formé, je sais pas, du temps des dinosaures, bien avant, et on le retrouve dans les gisements, dans les poches de charbon, dans les gisements de pétrole, et puis aussi dans les gisements de gaz naturel. Et avant l'intervention, avant la révolution industrielle, ce carbone fossile, il n'avait absolument aucun échange, c'était vraiment deux mondes séparés, avec le cycle du carbone naturel formé par la végétation, l'atmosphère et les océans. La révolution industrielle va changer la donne. En brûlant du charbon, du pétrole ou du gaz pour développer son industrie et multiplier ses moyens de transport. En détruisant des forêts pour cultiver toujours plus de terre, l'homme va ouvrir la boîte de Pandore. Il va puiser dans les réserves de carbone fossile enfouies sous terre depuis la nuit des temps et émettre dans l'atmosphère de plus en plus de CO2. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on change vraiment la quantité totale de carbone qu'on met dans le système. Avant, il y avait juste l'atmosphère, l'océan et la végétation, et après, il y a l'atmosphère, l'océan et la végétation, plus la partie du carbone qui nous vient de cette boîte, de ce réservoir de carbone fossile. Cette partie qui reste dans l'atmosphère, ça rajoute de l'effet de serre, ça rajoute en quelque sorte des couvertures sur l'ensemble qui existait déjà. L'effet de serre, ce merveilleux processus qui, en quelques décennies, va devenir notre cauchemar. Les rayons du soleil chauffent notre planète qui, à son tour, renvoie des rayons infrarouges en direction de l'espace. Une quantité de chaleur non négligeable qui serait perdue à jamais si des composants gazeux ne formaient une sorte de couverture autour du globe pour la retenir. Ce sont les gaz à effet de serre parmi lesquels on trouve le méthane, la vapeur d'eau, mais aussi et surtout le CO2. En soi, cet effet de serre naturel, c'est plutôt une bonne chose. Parce qu'on n'aurait pas de CO2 dans l'atmosphère, on n'aurait pas de gaz à effet de serre, la température de notre planète, elle serait beaucoup plus froide que celle qu'on connaît actuellement. Elle serait à peu près 33 ou 34 degrés plus froide, donc on a vraiment une terre glaciale, que la température actuelle, qui en moyenne sur le globe est de l'ordre de à peu près 18 degrés Celsius. Mais en émettant toujours plus de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, l'homme va bouleverser ce fragile équilibre. Il va suffire de quelques milligrammes de CO2 en plus par kilo d'air, des doses tellement infimes qu'on les calcule en ppm ou parties par million pour augmenter les quantités de gaz à effet de serre. C'est ce déséquilibre qui provoque un réchauffement de notre planète à un rythme inégalé depuis des millénaires. Au moins au cours du dernier demi-million d'années, voire un peu plus, le CO2 n'a jamais dépassé cette borne supérieure qui est de 280 ppm. Et ici, en fait, c'est la valeur actuelle du CO2, on est à peu près à 360 ppm. C'est-à-dire qu'on est en climat chaud et on a augmenté le CO2 d'à peu près 100 ppm au-dessus de la valeur la plus haute qu'il a jamais connue pour tous les climats chauds, au moins du dernier million d'années. Soyez les bienvenus à l'Académie royale des sciences de Suède. Voici Svante Arrhenius. Il y a 100 ans, ce prix Nobel de chimie avait prédit le rôle crucial du CO2. Il avait compris que si nous continuions à brûler du charbon, le carbone dans l'atmosphère augmenterait, provoquant le réchauffement de la planète. Il envisageait la chose de manière positive et disait que cela améliorerait les conditions de vie des climats rudes.
comme en Suède pendant l'hiver, par exemple. Il avait compris ce lien, mais je ne crois pas qu'il croyait que cela arriverait un jour. Faute de preuves, les théories de Svante Arrhenius sont longtemps restées lettres mortes. C'est sur les pentes du plus grand volcan du monde, le Mauna Loa, dans cet observatoire installé à plus de 3000 mètres d'altitude, que John Barnes et ses collègues mesurent les taux de CO2 présents dans l'atmosphère. Nous savons que les taux de CO2 sont plus élevés près des sources de pollution. Nous avons besoin de mesures globales. Et le taux de CO2 mesuré ici correspond à une immense zone du Pacifique. Nous savons que l'incidence locale est peu importante. Et c'est ici que pour la première fois au monde, un océanographe américain a pu mesurer la hausse anormale des taux de CO2 dans l'atmosphère et tracer une courbe devenue célèbre, la courbe de Keeling. Charles David Keeling a commencé ses mesures en 1958, ici à Mauna Loa. Et comme vous pouvez le voir, dès les premières années, ça montait. Et vous voyez que ça n'a cessé de monter chaque année. Et plus on avance, plus l'augmentation s'accélère. Et cette augmentation ne peut s'expliquer que par l'activité humaine. Il faudra néanmoins attendre encore un demi-siècle pour que la communauté scientifique donne une explication à cette hausse vertigineuse. Le docteur Rajendra Pachauri, prix Nobel de la paix 2007, préside le GIEC, le groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui réunit 2500 scientifiques de toutes nationalités. En 2007, le dernier rapport du GIEC a constitué une petite révolution. Le dioxyde de carbone est la cause du changement climatique. Il est évident que les activités qui émettent du gaz carbonique imposent un coût à la Terre, à l'humanité, à notre génération et aux générations suivantes. Nous devons tout faire pour contrôler notre façon d'émettre des gaz à effet de serre. Sinon, les changements du XXIe siècle seront bien pires que ceux auxquels nous avons assisté au cours du XXe siècle. Svante Arrhenius l'avait bien dit. Une fois par mois, Christian Vincent et ses étudiants quittent le laboratoire de glaciologie de Grenoble et, ski au pied, vont effectuer un suivi de quelques-uns des glaciers de la mer de glace. Au programme, une série de carottages et la pose de balises à plus de 3000 mètres d'altitude afin d'étudier la fonte et le recul de ces vallées de glace. Si on prend la tendance à long terme, depuis 1850, le glacier de la mer de glace a reculé d'environ 2 km. Sur ces 15 dernières années, le glacier a reculé de 450 mètres. Les scientifiques observent la fonte des glaciers aux quatre coins du monde, de quoi constituer une preuve indiscutable de l'accélération du réchauffement de notre planète. Les glaciers montrent une tendance très négative avec une perte de masse très marquée et ça traduit directement le réchauffement. Dans les sous-sols de Météo France à Toulouse, une armée de calculateurs bâtit toutes sortes de prévisions sur le climat de demain et celui d'après-demain. Des scénarios qui prévoient des modifications de notre climat auxquelles l'homme aura bien du mal à s'adapter.
Actuellement, d'après les émissions qui ont pu être relevées au cours des 10 dernières années, on sait qu'on se situe sur le scénario le plus haut qui a été imaginé par le GIEC. C'est donc un scénario à très forte émission qui, s'il se produisait, pourrait conduire donc à la partie haute de la fourchette, donc approcher les 5 à 6 degrés de réchauffement suivant les modèles et suivant les projections. 5 à 6 degrés de réchauffement. Cette hausse des températures pourrait bien dérégler à son tour le cycle du carbone et entraîner notre climat dans l'inconnu. Corinne Lequéret est l'une des spécialistes mondiales des puits de carbone. Ces mécanismes par lesquels la nature absorbe le CO2 présent dans l'atmosphère. Un élément très important est que de toutes les émissions de CO2 émises dans l'atmosphère par l'utilisation de combustibles fossiles et la déforestation, seulement 45% restent dans l'atmosphère grâce à la présence de 2 très grands puits, les puits océaniques et terrestres de la biosphère. C'est grâce à ces puits de carbone, véritables aspirateurs de CO2, que la Terre équilibre et régule son climat. Bienvenue dans le monde de l'infiniment petit. Diatomées, dinoflagellés, cyanobactéries, voici quelques spécimens de phytoplancton, ces algues microscopiques qui font partie de l'incroyable flore sous-marine qui constitue la pompe biologique. Des microalgues qui vivent par milliards à la surface des mers et consomment du CO2 aussi simplement que la feuille des arbres grâce au mécanisme de la photosynthèse. La chaîne alimentaire se charge du reste. Une fois le carbone fixé dans leurs cellules, il rejoint les profondeurs de l'océan lorsque ces microalgues sont mangées par du zooplancton ou des poissons, que leurs excréments coulent vers le fond ou qu'ils meurent à leur tour. Un surprenant mécanisme biologique qui constitue la plus grande réserve de carbone de l'océan. S'il n'y avait pas de pompe biologique dans l'océan, il y aurait actuellement 2 fois plus de carbone dans l'atmosphère. C'est-à-dire qu'un océan non vivant, ça serait un effet de serre beaucoup plus important. Donc la pompe biologique est vraiment un processus fondamental pour soustraire du CO2 à l'atmosphère et on estime que c'est de l'ordre de 90%, les 10% restants étant faits par la pompe dite physique. Salinité, température de l'air ou densité de l'eau, c'est un fragile équilibre qui permet à l'océan de dissoudre le CO2 de l'atmosphère pour le capturer et l'envoyer par le fond grâce au mécanisme des plongées profondes. C'est cette belle mécanique qu'on appelle la pompe physique. Les principales zones de plongée profonde se situent dans les mers froides du Groenland ou de Norvège et dans l'océan Indien où d'énormes quantités de CO2 sont entraînées pour un séjour de plusieurs milliers d'années dans les courants qui tapissent le fond des mers. Aux portes de Montpellier, les chênes verts de la forêt de Pechabon ne cachent pas que des sangliers. Au détour d'un sentier, le promeneur pourrait fort bien tomber sur une étonnante installation dont Laurent Misson nous révèle les secrets. Une impressionnante batterie de capteurs installée au pied et à la cime des arbres permet depuis quelques années d'étudier la moindre aigreur d'estomac de ces mangeurs de CO2. La forêt contribue à baisser les taux de CO2 dans l'atmosphère parce qu'elle absorbe du CO2 par le processus de photosynthèse, qui est simplement un processus d'accumulation du CO2. Ça se fait dans les feuilles et ça permet à l'arbre d'accumuler du carbone et de grandir. À l'image des pores de notre peau, les feuilles des arbres cachent en effet de minuscules trous appelés stomates qui leur permettent d'absorber et de stocker du CO2 pour s'en nourrir. C'est grâce à cette réaction biochimique et à la décomposition de leur sol que l'ensemble des forêts de la planète, ce qu'on appelle la biosphère terrestre, constitue des puits de carbone qui absorbent près de 30% du CO2 présent dans l'atmosphère. Photosynthèse, plongée profonde, puits de carbone, cette extraordinaire machinerie
à la base de toute vie sur notre planète, pourrait bien se gripper. Dans l'Atlantique Nord, les puits de carbone sont très actifs en raison d'une activité biologique importante. Ils semblent désormais ralentir et pourraient même être saturés pendant certaines périodes. Sur Terre, nous pouvons parler de véritable saturation. Les puits de CO2 sur Terre pourraient s'arrêter si la fertilisation par le CO2 s'arrête. Ils pourraient même s'inverser et commencer à rejeter du carbone dans l'atmosphère. De quoi réduire l'efficacité du cycle naturel du carbone de 5 à 30%. Si les deux puits deviennent plus faibles en raison du changement climatique, moins de CO2 pourra être absorbé par ces deux puits. Cet excédent restera dans l'atmosphère, provoquant plus de réchauffement. Les estimations portent sur 0,1 à 1,5 degrés supplémentaires d'ici à la fin de ce siècle. Lors de la canicule de 2003, l'excès de chaleur a perturbé la photosynthèse et un certain nombre de forêts européennes se sont mises à rejeter plus de CO2 qu'elles n'en absorbaient, se transformant alors en source de carbone. D'où l'idée de construire ce parapluie géant destiné à exclure les précipitations pour étudier les conséquences d'une multiplication des périodes de sécheresse. L'inquiétude, c'est si le climat change, c'est-à-dire si la température augmente et si les sécheresses deviennent de plus en plus importantes, les arbres vont absorber moins de CO2 de l'atmosphère. Donc, le CO2 dans l'atmosphère va augmenter, l'effet de serre va augmenter, le climat va changer de plus en plus. Donc c'est un cycle qu'on appelle un effet rétroactif. Autrement dit, plus ça chauffe et plus ça va chauffer. L'éternelle histoire du serpent qui se mord la queue. Seule solution, limiter la hausse des températures à 2 degrés afin d'éviter que les changements climatiques ne deviennent incontrôlables. 2 degrés est un compromis. La réponse de la Terre au réchauffement climatique est graduelle, mais il existe des seuils. L'un des seuils les plus importants est la température de fonte de la calotte glaciaire du Groenland. Elle se situe globalement, d'après nous, entre 2 et 4 degrés Celsius. 2 degrés nous donne en fait une bonne chance que le seuil ne soit pas dépassé, et 5 à 7 mètres d'eau des océans sont coincés dans la calotte du Groenland, ce qui est très important. Au pied des montagnes du Colorado, dans une salle obscure de la NOAA, l'administration américaine pour l'atmosphère et les océans, une étrange machine surnommée Carbon Tracker permet d'ores et déjà de visualiser nos émissions de carbone au cours d'une année. Et le spectacle de ces taux de CO2, semblables à des flammes dévorant notre planète, est saisissant. L'objectif du Carbon Tracker n'est pas d'espionner les gouvernements ou les personnes. L'objectif est d'aider les gens et les gouvernements à réduire les émissions. Une fois que nous aurons donné toute sa capacité au système d'observation, nous pourrons fournir des commentaires objectifs sur ce qui marche et ce qui ne marche pas. Je pense que nous avons tous besoin d'avoir cette réponse. Ce laboratoire reçoit des échantillons d'un peu partout dans le monde. Dans ces valises, on trouve des échantillons prélevés par avion. Ici, vous voyez des caisses d'échantillons qui proviennent des 4 coins du monde. Cette boîte provient de l'île de Lampedusa, en Italie, et celle-ci de Christmas Island, au milieu du Pacifique. Des bonbonnes d'air comprimé prélevées depuis des stations météo, des avions, des bateaux, et qui permettent chaque année de quantifier les teneurs en gaz à effet de serre de plus de 24 000 échantillons. Résultat de cette véritable chasse au CO2, un inventaire à l'échelle mondiale, encore très incomplet, mais qui ne cesse de progresser. Nous espérons être très bientôt dans une situation où tous les pays du monde promettent de réduire leurs émissions, ce qui va évidemment coûter beaucoup d'argent. Je parle de milliers de milliards de dollars par an, d'énormes sommes, car nous avons besoin de réformer l'ensemble de notre système énergétique.
Sous ses airs d'éternel étudiant, Dimitris Zangelis cache en fait l'un des économistes les plus doués de sa génération. Enseignant à la très prestigieuse London School of Economics, il fait partie des principaux rédacteurs du rapport Stern, du nom de cet ancien vice-président de la Banque mondiale qui a évalué le coût économique du réchauffement de la planète à 5 500 milliards de dollars. La principale conclusion, elle est simple. Le fait d'agir coûtera beaucoup moins cher que l'inaction. Et le fait d'attendre risque de nous coûter vraiment très cher. Chaque jour qui passe où nous n'agissons pas, le stock de gaz à effet de serre augmente. Et nous obligera à multiplier nos efforts pour limiter ces émissions et la hausse des températures. Ces gaz restent dans l'atmosphère 10 ou même 100 ans. Et à chaque fois que nous en ajoutons, nous élevons le niveau que nous aurons à traiter. Publié en 2006, le rapport Stern a marqué un tournant dans la prise de conscience générale. Pour la première fois, le réchauffement n'apparaissait plus seulement comme un simple péril pour l'écologie de la planète, il menaçait aussi et surtout son économie. Au moins au cours des quelques prochaines décennies, 1 à 2% du PIB devra être consacré à la lutte contre les principaux risques du changement climatique. Autrement dit, agir tout de suite contre le réchauffement climatique coûterait jusqu'à 20 fois moins cher que de ne rien faire. Pourquoi est-il si bon marché ? Eh bien, un grand nombre de technologies existent déjà. Nous estimons que l'on peut facilement réduire nos émissions du quart ou de la moitié en prenant simplement des mesures pour améliorer notre efficacité. Efficacité en termes de production et de distribution de l'énergie, de consommation, de construction, de transport. Non, ce n'est pas José Manuel Barroso, le très médiatique président de la Commission européenne que nous sommes venus voir, mais Stavros Dimas, le commissaire européen à l'environnement. Il faut dire que depuis 2004, M. Dimas a entre autres la lourde charge du programme européen de réduction des émissions de CO2. Un véritable sacerdoce pour un homme qui a décidé que l'Europe devait montrer l'exemple au reste du monde. L'Union européenne est à la pointe de la lutte contre le changement climatique. Et nous avons mis la pression et fait beaucoup d'efforts pour faire respecter le protocole de Kyoto. Kyoto, un premier pas au pays du soleil levant. En décembre 1997, 141 pays, à l'exception notable des États-Unis, acceptent de signer le protocole de Kyoto. Ils s'engagent à participer à la réduction de 5,2% des émissions mondiales de CO2 par rapport à celle de 1990. Une limite raisonnable que l'Europe va très vite décider de dépasser. L'Union européenne a pour objectif de réduire de 8% ses émissions de gaz à effet de serre. Et nous sommes prêts d'atteindre cet objectif. En l'an 2012, qui est la date limite, nous allons même dépasser cet objectif. Si dès le sommet de Kyoto, l'Europe a entrepris de jouer les premiers de la classe, ce ne fut pas le cas de tout le monde. Eric Scheffer est un renégat. En 2004, cet ancien directeur de l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis a violemment claqué la porte de son administration. L'administration est très proche de l'industrie du charbon et du pétrole. Leurs lobbies sont arrivés à Washington, à la Maison-Blanche, en disant « Vous devez empêcher l'EPA de faire ce qu'elle fait ». Et la Maison-Blanche nous a demandé de reculer. Et vous avez décidé de partir? Oui. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous êtes supposé faire respecter la loi et vous n'y êtes pas autorisé. Je suis parti. Aujourd'hui directeur d'une organisation environnementale, Eric Scheffer enchaîne les procès contre les grosses compagnies, notamment dans le secteur de l'énergie. Parmi ses cibles privilégiées, la centrale au charbon de Morgantown, sur les rives du Potomac, qui, comme des centaines d'autres dans tout le territoire américain, rejette chaque année des quantités excessives de CO2 dans l'atmosphère.
La moitié de notre électricité provient d'usines comme celle-ci. Elle représente une énorme source d'émissions de CO2. 35% des émissions de CO2 des USA provient sans doute de centrales comme celle-ci. Nous devons trouver autre chose. Ça, c'est le combustible du passé qui a fait son boulot. Il faut passer à autre chose. Avec la Chine, les États-Unis disposent des plus grosses réserves mondiales de charbon. Des milliards de tonnes enfouies sous la terre et qui ne demandent qu'à partir en fumée. Mais surtout, ces deux pays sont les plus gros émetteurs mondiaux de CO2, loin devant l'Europe et le reste du monde. Au pays du business as usual, la nouvelle poule aux œufs d'or, c'est la vente de coupons de carbone qui permettent aux particuliers de compenser leurs émissions de CO2. C'est ce que propose la bioingénierie, la manipulation à grande échelle de l'environnement pour résoudre le problème du réchauffement climatique. Miroirs spatiaux géants, injection de soufre dans l'atmosphère, glaçons dans l'océan ou encore fertilisation océanique. Et pour cela, il faut beaucoup d'imagination et un peu de science. Si nous remplissions 1 ou 2 containers sur chacun de ces navires et que nous les versions dans l'océan lors de leur traversée pour reconstituer le fer manquant, nous serions en mesure de restaurer les herbages et les forêts de l'océan. Et les plantes de l'océan seraient capables d'absorber au moins 50% du problème du CO2 humain. Nous restaurerions les océans, aurions plus de poissons, de crustacés, et le coût ne serait pas très élevé. Presque rien par rapport au coût actuel du transport maritime. Je pense que d'une certaine façon, c'est jouer avec le feu parce qu'on n'a aucune idée, ni de l'efficacité, ni des effets secondaires. Donc dans ce sens-là, c'est jouer avec le feu. C'est probablement aussi jouer avec le feu parce que laisser percevoir l'idée qu'on va pouvoir résoudre le problème du changement climatique et notamment de l'augmentation du CO2 par une technique quelle qu'elle soit, ça peut-être empêche de prendre conscience pleinement que l'enjeu, c'est la réduction des gaz à effet de serre, du CO2 et des autres. Et ça, c'est aussi un des dangers de la géo-ingénierie, c'est de détourner en fait l'attention du public, des politiques, de cette idée qui est l'idée majeure et sans laquelle on ne s'en sortira pas, c'est la réduction des émissions de CO2. La communauté scientifique unanime s'est soulevée pour faire interdire cette manipulation commerciale d'une partie de l'océan qui risquait d'augmenter son acidité et de tuer au bout du compte la vie marine alentour. Ambiance plutôt détendue pour la première conférence de presse européenne de Todd Stern, le tout nouvel émissaire du président Obama sur les changements climatiques. Un petit goût de revanche pour cet ancien négociateur américain qui a dû s'incliner quand l'administration Bush a refusé la ratification du protocole de Kyoto. On a certainement perdu quelques années avec la politique de l'administration Bush, qui n'était pas intéressée par des progrès rapides sur cette question. Mais nous voulons vraiment rattraper le temps perdu. Le nouveau président a mis en avant une politique très ambitieuse, tant sur le plan intérieur, un niveau domestique, qu'au sein de ce que nous voulons faire lors des négociations de Copenhague. Nous ne pourrons pas récupérer les années perdues, mais nous pouvons essayer d'en compenser les effets. En même temps que le programme que je propose sur le marché du carbone, nous allons réduire nos émissions de CO2 de 80% d'ici à 2050 et ralentir le réchauffement de notre planète. Ce qui va en plus nous permettre de créer plus de 5 millions d'emplois. De quoi donner quelques arguments à Todd Stern, venu à Paris pour préparer les futures négociations sur le climat. Les USA n'ont pas signé les accords de Kyoto. Des grands pays en développement, comme la Chine, l'Inde et le Brésil, n'avaient pas non plus de plan de réduction de leurs émissions.
On ne peut pas continuer comme ça. Tous les grands pays doivent signer l'accord et travailler ensemble pour réduire leurs émissions. Pour mettre en place sa nouvelle politique environnementale, l'administration Obama devrait s'inspirer de l'Europe. Car les 27 ne se sont pas arrêtés aux promesses faites à Kyoto. En 2008, sous la présidence française, l'Union a ainsi décidé unilatéralement d'aller plus loin encore, en adoptant le paquet énergie-climat. Développement de 20% de ces énergies renouvelables, augmentation de 20% des économies d'énergie et réduction de 20% de ces émissions de CO2. Mais pour réussir ce pari, il va falloir enfin prendre conscience du coût réel de nos activités. Le prix du carbone est plus élevé que ce que nous payons pour les énergies fossiles ou pour les autres activités liées aux émissions de CO2. Si nous voulons bâtir un futur sans carbone, nous devons donner un prix à ce carbone. Et ceci nous permettra de développer de nouvelles technologies, de nouveaux produits. Donner un prix au carbone. C'est ce que Bruxelles a fini par mettre en place en imposant le système des droits d'émission aux 11 000 entreprises les plus polluantes d'Europe. Centrales au charbon, raffineries, cimenteries ou papeteries, elles se sont vues distribuer des quotas de CO2 qu'elles ne devront en aucun cas dépasser sous peine de devoir payer de lourdes amendes. À moins qu'elles ne décident d'acheter les quotas qui leur manquent sur le marché. À 2 pas du Palais Brongniart, le siège de la bourse parisienne, une bourse d'un autre genre. Les meubles viennent tout juste d'être installés. Mais Serge Harry, le PDG de Blue Next, entend soigner l'image de sa toute jeune société, la première bourse européenne du carbone. Ici, pas d'or, de dollars ou de titres à échanger. Sur les écrans de Blue Next, on vend et on achète du CO2. Je pense que pour bien comprendre l'activité de Blue Next, il faut revenir à l'engagement pris par l'Union européenne de demander aux 27 pays qui ont adhéré à la mesure de baisser leurs émissions de CO2 de 20% d'ici à l'horizon 2020. Alors pour baisser ces émissions, il y a deux engagements en fait. L'un, c'est de mettre un cap. Donc on va réduire progressivement le plafond d'émissions de chacune des entreprises des secteurs concernés. Et on va permettre aux entreprises qui font des efforts de réduction d'émissions de pouvoir négocier leur surplus d'émissions de CO2 sur un marché et donc de pouvoir le monnayer et peut-être utiliser cet argent pour faire des investissements qui diminuent les émissions de CO2. Blue Next est la bourse qui va permettre ces échanges de tonnes de carbone sur un marché. Distribués gratuitement, les quotas vont très bientôt devenir payants et de plus en plus rares, donc de plus en plus chers. De quoi convaincre les entreprises qui traîneraient encore les pieds, de quoi permettre aussi aux États de l'Union de financer des politiques plus économes en CO2. Chaque pays, puisque ça va se faire pays par pays, chaque pays va pouvoir utiliser ses revenus tirés de la vente de ces quotas pour encourager des filières plus économes en émissions de CO2, des filières vertes, inciter certainement l'énergie solaire et d'autres énergies alternatives. L'Europe a peut-être trouvé le moyen de faire subir une profonde mutation à son économie, sans pour autant casser son outil industriel. À 1 heure de vol de la côte, Sleipner se dessine enfin à l'horizon. Kay Lima est chef du projet Carbone chez Statoil et il organise la visite de l'une des 32 plateformes pétrolières norvégiennes de la mer du Nord. Sa grande fierté, c'est Sleipner T. Un étrange satellite destiné à capter le CO2 qui s'échappe d'une plateforme pétrolière pour le réinjecter au fond de la mer dans d'anciennes poches de gaz abandonnées. Cette première mondiale permet à la compagnie pétrolière norvégienne de capter chaque année 1 million de tonnes de CO2 et de réaliser au passage d'importantes économies. Car le rejeter dans les airs lui coûterait beaucoup plus cher. En 1991, la Norvège a été la première nation au monde à introduire une taxe sur le carbone.
Nous avons donc évité de payer les taxes pour chaque tonne que nous injectons et l'aspect environnemental n'est pas négligeable. Dans la ville de Stavanger, les enfants font leurs premiers pas sur des installations pétrolières recyclées en parc de jeux. C'est là que Statoil prépare ses nouveaux projets et qu'elle a fait du CO2 le nouveau trésor à exploiter. Le CO2 peut être transporté soit par pipeline, comme le gaz ou le pétrole, ou par des navires. Une solution qui pourrait un jour aider à capter le CO2 émis par les sites industriels les plus polluants. On estime que 60% des émissions humaines de CO2 proviennent de 6 à 7 000 énormes sources. La plupart pourraient bénéficier de cette technologie ou être équipés d'une unité de capture. Pris très au sérieux par l'Europe, le captage du CO2 laisse le président du GIEC plutôt sceptique. Nous comprenons le potentiel du captage et du stockage du carbone, mais cette technologie n'est pas prête à être commercialisée à grande échelle. Une fois que nous aurons suffisamment de certitudes concernant certains risques associés à la SCC et que les coûts seront plus attrayants, le captage et le stockage de carbone pourraient être une bonne solution, surtout pour la production d'électricité à base de charbon. Capturer le CO2 ne suffira pas. La communauté scientifique a comme défi urgent d'inventer et de développer de nouvelles solutions innovatrices pour combattre le réchauffement climatique. Résoudre le problème de l'énergie et de l'environnement est très compliqué. Il n'existe aucune solution autre que scientifique et technologique. Nous pensons donc que nous aurons besoin de plus de fonds et que nous devons absolument travailler en réunissant nos forces au niveau européen. Dans tous les domaines, une nouvelle société se prépare. L'énergie éolienne, solaire ou photovoltaïque, la bioénergie, la fusion nucléaire, la géothermie et le développement des transports propres font toutes partie des solutions du futur. Il ne s'agit pas que de la production, il s'agit également des économies d'énergie que nous pouvons réaliser. Et il faut analyser toutes ces questions à court et à long terme. À court terme, l'économie est indispensable. C'est la seule réponse valide, rapide et propre. L'Europe a donc entamé une politique d'économie d'énergie dans tous les domaines. Réglementation dans le bâtiment neuf, aide au financement pour la rénovation de l'ancien, bonus-malus automobile et mise en place d'une taxe carbone. C'est une véritable course contre la montre qui s'est engagée pour tenter de changer les modes de vie, comme les modes de production. Comme par exemple chez LVMH, un des symboles du luxe à la française où tout a changé depuis quelques années. C'est très efficace. De la fabrication des matières premières au traitement des déchets, de l'acheminement des produits à la consommation d'énergie des fournisseurs, toutes ces activités ont été passées au crible pour établir le bilan carbone de l'entreprise. Le grand intérêt, c'est que la cartographie des résultats obtenus est très claire. C'est-à-dire qu'on voit toujours les 2-3 endroits où effectivement on est émetteur de gaz à effet de serre, pas nécessairement sur nos sites de fabrication, mais par des choix qu'on a faits. Des choix de mode de transport, des gens ou des matériaux, des choix de bâtiments. Résultat, LVMH a fait de cet entrepôt un modèle d'architecture environnementale, a converti plus de la moitié de son fret aérien en transport maritime et réduit considérablement ses emballages. Plus d'1 millier d'entreprises françaises ont déjà réalisé leur bilan carbone. Une méthode développée par l'ADEME et qui pourrait bientôt devenir la règle. A priori, le bilan carbone peut s'appliquer à toutes les entreprises, non seulement les entreprises, mais aussi les territoires, les collectivités locales. Cela dit, c'est vrai que les entreprises qui sont dans le périmètre des permis d'émission, elles sont contrôlées, donc je dirais leur intérêt pour faire un bilan carbone
peut paraître moindre, même si ça leur permettrait d'identifier des émissions en dehors de leur périmètre strict. Mais c'est vrai que ça concerne toutes les entreprises a priori. Et cette démarche peut aussi présenter des effets plus inattendus. Ça réconcilie en même temps la personne à l'intérieur de l'entreprise, mais ça l'amène aussi à se poser des questions en tant que citoyen dans sa vie quotidienne. Et à partir du moment où on a vu, par exemple, à l'intérieur d'une entreprise, les émissions de gaz à effet de serre qui sont dues au transport, on se met à se poser ces questions de transport pour sa vie quotidienne. Éric Labouze dirige BioIntelligence Service, une société qui propose d'indiquer les quantités de CO2 induites par la fabrication des produits que nous consommons. Et pour la première fois, l'une des principales enseignes françaises, soutenue par l'ADEME, a décidé de tenter l'expérience. Une démarche qui s'inscrit dans le cadre du Grenelle de l'environnement, mis en place en France afin d'inventer collectivement les conditions d'une croissance nouvelle. L'objectif, c'est que le consommateur soit déjà informé, qu'il y a un signal qui se présente devant lui, que tous les produits qu'on met dans le caddie ont tous une empreinte environnementale et pas seulement les produits que l'on mange, hein, les produits, les vêtements, les produits d'entretien, tout ce que l'on consomme impacte le changement climatique. 450 grammes de CO2 pour cette crème dessert. 360 grammes pour cette autre dont les ingrédients viennent de moins loin. Aujourd'hui, l'ensemble des émissions d'un Européen s'élève à 8 tonnes chaque année. Un Indien, 2, un Américain, 25. Et pour freiner la hausse des températures, nous devrions tous nous limiter à 3 tonnes par an. L'acteur clé du système, ce n'est pas les industriels, ce n'est pas les réglementaires. L'acteur clé du système aujourd'hui, c'est le consommateur dans sa dimension citoyenne et c'est lui qui peut donner les signaux à l'industrie dont l'objectif, ce n'est pas de réduire les émissions de CO2, mais c'est de vendre et de générer du profit. Je suis pour un boycott à grande échelle des produits à haut bilan carbone fournis par des entreprises qui ne sont pas encore prêtes à bouger. Un boycott direct serait un message très puissant. Les compagnies évolueraient et les gouvernements réaliseraient que les populations veulent quelque chose qu'ils ont toujours négligé. La guerre contre le CO2 est déclarée, mais certains voudraient un engagement encore plus ambitieux. Nous n'avons tout simplement pas le temps de compter sur des solutions inconnues. Et nous disposons de 10 ans, pas de 50, pour répondre au changement climatique au moindre coût. L'Europe s'est engagée à une réduction des émissions de CO2 de 20% avant 2020 et a augmenté ce chiffre à 30% en cas d'accord global. Le vrai leadership consisterait à s'engager sur ce chiffre dès maintenant pour aider les autres pays moins responsables à prendre confiance en eux-mêmes. L'Europe joue un rôle clé dans la voie d'un tel accord. Historiquement leader, elle a eu le comportement le plus progressiste, mais elle ne joue pas pour l'instant son rôle de leader. Le réchauffement climatique nous oblige à réaliser les erreurs que notre civilisation ne cesse de commettre. À force de considérer les richesses de la Terre comme infinies, nous mettons en péril le fragile équilibre de la vie sur notre planète. Serons-nous enfin capables de limiter nos émissions de CO2, consommer moins et vivre mieux? Il faut peut-être venir ici, au pied du glacier Korok, pour prendre conscience que notre monde est en train de changer, de manière irréversible. C'est un peu comme venir voir les derniers vestiges de la glace. C'est un peu triste. C'est comme du tourisme de catastrophe, avec ce petit côté morbide de venir voir ce qui risque de disparaître. Nous avons sans doute besoin d'un autre désastre pour nous décider à agir. L'histoire le confirme.
Nous ne prenons les choses au sérieux qu'en cas de drame, jamais à cause de pronostics, et je suis donc assez pessimiste sur le sujet. Ma conviction est que nous n'avons pas de deuxième chance. Il n'y a pas de solution miracle. Nous avons beaucoup de choses à faire et ce n'est pas seulement notre technologie que nous devons modifier. Nous devons aussi changer notre mode de vie. J'ai confiance en nous pour éviter le pire et je serais surpris que nous allions jusqu'au suicide. Les possibilités d'éviter la catastrophe sont vraiment nombreuses et abordables. Je m'inquiète en revanche que nous ne le fassions pas assez rapidement et que nous ayons à le faire d'une manière bien plus coûteuse. Selon les estimations utilisées, chaque décennie pourrait doubler notre coût d'intervention. Je suis confiante car nous avons la technologie pour produire des alternatives. Nous avons la technologie pour réduire notre utilisation d'énergie et produire l'énergie alternative. Nous avons les connaissances pour comprendre comment notre climat change. Nous avons les bons programmes scientifiques pour agir. Nous pourrions faire mieux, mais nous avons toutes les informations nécessaires et aucun obstacle. La seule chose qui manque, c'est la décision politique, bien sûr. La question du changement climatique est la grande question de notre époque. Comme la guerre froide était le problème de la génération précédente. Nous sommes tous concernés, que nous le voulions ou non, c'est un fait. S'attaquer au changement climatique, c'est aussi s'attaquer à la récession et nous protéger de l'insécurité inhérente aux énergies fossiles, qui va devenir de plus en plus marquée. L'Europe vivra en tant que continent vert ou ne survivra pas. Le monde lui-même existera en tant que planète bleue verte ou ne survivra pas. Ce sont les peuples qui, tous ensemble, peuvent faire la différence. Chaque individu doit être convaincu que son action est indispensable et que s'il commence à annoncer ce qu'il désire vraiment, les politiciens n'auront plus le choix.